Bonjour Josette. Bonjour Laura. Alors déjà merci de m'accueillir dans votre magnifique bibliothèque déjà. Donc si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler de votre roman Négropolitude, donc publié chez l'Harmattan donc le mois dernier. Et voilà, je me suis intéressée particulièrement à ce livre qui questionne, donc déjà qui suit la vie de Béatrice, jeune femme antillaise qui se questionne par rapport à son identité, mais aussi son passé. Enfin, vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Et surtout, pour commencer, je voudrais revenir sur votre thèse, Stratégie de survie, thèse dans laquelle vous comparez à la fois le travail de Toni Morrison, d'Edwige Danticat et aussi de Jamaica Kincaid. Et donc, la plupart des thématiques tournent autour de la femme noire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment vous en êtes arrivé à choisir ce sujet déjà pour cette thèse? Oui, stratégie de survie. Tout simplement parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature afro-américaine et afro-caribéenne, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que ces écrivaines-là étaient justement en train de parler de ces stratégies. Alors, après en avoir lu des dizaines, je me suis rendu compte aussi que systématiquement, elle mettait en scène des caractères jeunes, plus jeunes qu'elle, hein, la jeune génération, on va dire, et que dans cette jeune génération, les stratégies qu'elles utilisaient passaient finalement par le fait de ne pas enfanter. C'est-à-dire que sur les 9 romans que j'ai choisis pour faire cette thèse, il y avait 8 romans dans lesquels la jeune génération décide de ne pas enfanter chez les femmes. Et je me disais que cette stratégie, justement, était née des douleurs, des avatars de la traite transatlantique, mais aussi de l'éducation, la relation à la mère, etc. Mais que c'était des stratégies de non-vie, en fait. Parce que, voilà, c'est comme si elle disait, ça s'arrête là. On ne va pas continuer à donner naissance à des enfants pour qu'ils aient tout ce poids à porter toute leur vie. Ou bien alors, j'ai décidé de vivre pour moi et pour moi toute seule. Et donc, du coup, ça va s'arrêter à moi. C'est comme si leur stratégie de survie partait du principe que on donne plus vie. Voilà. On ne va pas au-delà de ça, ça s'arrête à nous. Donc c'est ça qui m'a fait m'interroger un petit peu sur toutes ces œuvres, qui sont des œuvres récentes malgré tout, hein, pour essayer de fouiller ça. Votre roman finalement s'ancre dans cette longue tradition de la transmission, puisque avec votre personnage Béatrice, donc on a encore une femme noire qui s'interroge sur la mémoire et sur ce qu'elle va laisser derrière elle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre roman justement? Oui, donc dans ce roman, oui, c'est ça. Alors tout à l'heure, vous avez dit que Béatrice était une femme antillaise. Oui, elle est d'origine antillaise, elle vit en métropole, d'où le titre Négropolitude. Hein. Donc on est là centré sur un territoire métropolitain. On n'est pas tout à fait aux Antilles. Et on n'est pas aux États-Unis non plus. Donc il faut faire des différences entre ce qu'une femme noire peut vivre aux États-Unis, par exemple, et ce qu'une femme noire peut vivre en France. Donc les stratégies de survie, évidemment qu'elles passent par la mémoire. Parce que quand on est comme ça sur un territoire où on est minoritaire finalement en tant que noir, il s'est passé quoi avec sa propre mémoire, il s'est passé quoi avec la mémoire de ses propres parents, il s'est passé quoi, et puis surtout il y a une autre mémoire qui se crée, parce qu'on vit sur un territoire qui est différent de celui des parents. Donc, oui, il y avait là urgence à transmettre quelque chose qui est en train de se fabriquer. Être négropolitain, c'est relativement récent. Hein. Allez, ça a un siècle, quoi. Mais les stratégies dans lesquelles
on est obligé de vivre, ce sont des stratégies qui ne sont pas encore tout à fait explorées, je trouve. Donc ça a besoin d'être dit, et ça a besoin d'être transmis aussi. Béatrice, elle a 2 filles. Ceci doit être transmis à ses propres filles. Et donc du coup, la première question qui se pose quand on voit donc votre livre, c'est le mot négropolitude. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et qu'est-ce que ça recouvre et voilà. Oui, c'est il y a un peu plus de 30 ans, c'est un terme qui m'a été jeté à la figure, aux Antilles d'ailleurs en fait, par quelqu'un qui voulait m'insulter en fait. Et je l'ai pris pour une insulte, véritablement. Et je me suis rendu compte au fil des années, mais je pense que c'est surtout le travail de la thèse qui m'a conduite là, que finalement ce terme-là n'était pas une insulte, qu'en fait il avait le mérite de sa fonction, c'est-à-dire d'expliquer ce que j'étais. Et qu'au lieu de l'utiliser comme une insulte, au contraire, il fallait l'utiliser, lui donner sa raison d'être, et l'utiliser comme un terme qui définit une situation, une réalité. Un négropolitain n'est pas un métropolitain, un négropolitain n'est pas un antillais complètement, mais il est tout ça à la fois. Et que c'est une réalité à laquelle il faut s'affronter, puis surtout qu'il faut accepter. Enfin, c'est comme ça. C'est évidemment, c'est lié non seulement à la traite, mais aussi au colonialisme, mais aussi, il y a plein de choses, un monde qui bouge tout le temps. Il s'agissait, pour moi dans ce roman, il s'est agi d'appeler un chat un chat. Voilà. Et de ne pas jouer sur les termes. Et quand on dit un chat que c'est un chat, ben, il ne le prend pas pour une insulte. C'est ça l'idée, c'est de sortir de cette stigmatisation qui n'est pas très porteuse de fruits. Quoi. Naturellement, quand on entend négropolitude, on a envie de le mettre en parallèle avec la négritude. Est-ce que vous parleriez de la négropolitude comme un héritage ou plus comme, toujours dans cette transmission, comment on peut le situer un peu, ce terme par rapport à la négritude? Pour moi, négropolitude est une fille. C'est même pas une cousine, c'est une fille de la négropolitude. Il y a quelque chose, il y a un indice générationnel tout de même. Je n'aurais pas pu inventer ce terme de négropolitude s'il n'y avait pas eu négritude auparavant. La négritude telle que l'a expliqué Césaire et Senghor, etc., était un moment, ça s'est fait à un moment où cela devenait obligatoire. C'était une réflexion sur ce qu'est être noir, et être noir, c'est pas forcément être un négro, par exemple. Donc, réfléchir sur ce qu'il y avait de positif à être nègre. Et finalement, négropolitude, c'est essayer de réfléchir à ce qu'il y a de positif à être négropolitain ou négropolitaine plus exactement. La filiation, elle est là. J'ajouterais autre chose, peut-être, ce terme-là, négropolitude, pour moi, résonne avec un autre mot, c'est solitude. Ça rime avec ça, en fait. Ce que n'était pas le concept de la négritude. Et aussi, donc vous êtes martiniquaise, vous êtes une femme, et quand on voit un peu la littérature française et aussi la littérature antillaise, on sort souvent des grandes figures masculines et on cherche les femmes dans cette littérature. Donc est-ce que pour vous, écrire ce roman, c'est aussi... donc en plus, vous parliez aussi des femmes, mais votre personnage principal est aussi une femme. Est-ce qu'il y a réappropriation aujourd'hui de cette littérature en tant que femme antillaise? Est-ce qu'il y a un enjeu qui se fait et que vous sentez quand vous, à travers votre roman Oui.
Oui, très, très concrètement. C'est vrai que dans une certaine manière, moi, je me sens la fille de Maryse Condé, je me sens la fille de Simone Schwarzbart, je me sens la fille de mes aînés, celles qui ont écrit avant moi, mais de fait, elles sont très, très peu nombreuses. Hein. Elles sont plus nombreuses sur la Caraïbe anglophone. Elles sont aussi plus nombreuses chez les Afro-Américaines. Mais sur la Caraïbe francophone, finalement, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Gisèle Pineau qui fait des choses extraordinaires. Et puis d'autres personnes qui ont peu produit, comme Thérèse Léotin, qui sont superbes. À part l'expliquer d'un point de vue féministe, c'est-à-dire l'absence de parité homme-femme, y compris dans ce domaine-là, je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a eu tant d'écrivains donc masculins antillais et si peu d'écrivaines antillaises. Peut-être que c'était aussi l'appel de quelqu'un comme Césaire, parce qu'il a été un peu le père de tous ces gens-là, même si quelquefois ils l'ont un peu chatouillé là où ça faisait mal. Mais peut-être aussi qu'il y a une langue qui est une langue masculine, c'est-à-dire le concept de créolité, de créolisme, etc. Ce sont quand même des concepts qui ont été mis au point par des gens comme Chamoiseau, Confiant, etc. Enfin bon. Et tout ça, c'est un univers masculin. C'est historiquement, voilà, il y a eu Césaire et puis il y a eu tous ces gens-là. Je crois qu'il y a là pour la femme antillaise d'origine antillaise, une place qui restait vacante. Et donc, ça signifie aussi que l'image véhiculée dans les romans sur la femme antillaise, elle n'est pas tout à fait l'image que véhiculerait une femme écrivaine sur ses congénères. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là, c'est une évidence. Pour revenir donc un peu à votre roman, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire de Béatrice, donc de votre personnage? Quelle est son histoire en fait dans ce roman, sans tout révéler évidemment? Oui, mais il faut le lire. Béatrice, c'est quelqu'un qui est blessé. Voilà. Elle vient d'être abandonnée. Et puis tout d'un coup, elle se dit que si elle a été abandonnée pour la xème fois dans sa vie, c'est probablement parce qu'elle est porteuse de quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu voir, c'est-à-dire le racisme ambiant, et voilà, en fait elle a été abandonnée parce qu'elle est noire. Bon. À partir de là, je veux dire qu'elle rentre dans une espèce de délire, d'hystérie, au sens freudien du terme. Ça part dans tous les sens. Et pour finir, toutes ces choses qui partent dans tous les sens, elles font sens, justement. Elle fait une rencontre d'une femme blanche qui a vécu des choses tout simplement horrifiantes, qui lui raconte tout ça. Et c'est à partir de là que Béatrice se rend compte que il faut peut-être s'apaiser un peu, il faut évidemment mettre les choses à plat, mais chercher une espèce d'apaisement. Elle le trouve tout de même, mais elle le trouve grâce au conte, grâce à la fable, grâce à l'imaginaire, grâce à... Voilà. J'ai voulu ça. Je pense que sortir de grands traumas, pour sortir de grands traumas, il faut une force créatrice. Ça peut être n'importe quoi, mais voilà, il faut créer, se recréer et aussi créer de toutes pièces un endroit dont on est le centre. Créer de toutes pièces un endroit où on est chez soi.
Et bien justement, en parlant de création, donc, on connaît déjà un peu les œuvres de Leonora Miano qui, justement, qui a amené en fait le terme afropéen aussi et à la nécessité d'une littérature afropéenne. Est-ce que vous vous situez aussi dans cet élan et dans cette urgence presque de créer une littérature afropéenne? Tout à fait. Tout à fait. Quand on regarde justement les travaux de Leonora Miano, par exemple son roman Saison de l'ombre, c'est d'autant plus crucial et important qu'elle donne à voir des choses que la majeure partie des gens ignorent. Donc on est là non seulement dans quelque chose qui est un acte créateur, quelque chose qui permet à l'afropéen et l'afropéenne d'exister, mais en même temps, finalement, tout en étant de la transmission, c'est aussi de l'apprentissage. Hein, ce sont des pans entiers de l'histoire, non seulement africaine, mais européenne, qui se développent là. C'est comme être à l'école de nouveau, en fait. Hein. À mon sens, c'est extrêmement important de livrer ces choses-là. On est dans ce moment-là aujourd'hui où les choses peuvent être enfin dites, je crois aussi. Hein. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un tournant qui se fait, une sensibilité, enfin un certain élan qui permet aujourd'hui de mettre les choses un peu sur la table? Oui, oui, bien sûr. Évidemment, le monde n'est pas parfait. Mais ça avance. Je dis souvent autour de moi que il y a tout de même des choses qu'on doit dire aussi. C'est-à-dire que je préfère nettement vivre au XXIe siècle que de vivre au XIXe siècle, par exemple. On voit bien que ça avance. Même si j'ai en tête des choses du style, je sais pas, de temps en temps, des gens qui me disent « Ah oui, on sait que tu aimes bien valser, etc. Tu n'aurais pas aimé vivre au temps des bals viennois, etc., du XIXe siècle ?» Et je dis « Non. Parce que je sais parfaitement que je n'aurais pas pu y être en tant que noire. » Donc, même si ça avance, je sens bien qu'il y a comme ça dans mon histoire des choses qui sont clivées. En fait, je n'oublie pas cette histoire, évidemment. Mais très concrètement, il fait bon vivre au XXIe siècle. Hein. Et très concrètement, si les choses peuvent se dire aujourd'hui, parce que nous sommes au XXIe siècle. Donc forcément, ça avance. Ça, c'est un message très positif que je donne là. Justement, je ne veux pas donner dans le misérabilisme. Non, ce qu'il faut dire, c'est ça avance, il faut que ça avance encore un peu, et donc il faut aider à ce que ça avance encore. Si je vous dis du coup héritage. Plusieurs choses. Évidemment, il y a des collocations, hein, on va dire héritage transatlantique. Mais j'ai presque pleuré là, en fait. Je parlerai de l'héritage de mes parents. Oui. Est-ce qu'ils ont pu vous apporter sur l'histoire à transmettre Oui, sur ce que c'est que d'être un être humain à part entière. Parce que finalement, l'esclavage n'est pas si loin que ça. Mon père a vécu ça. En 39-45, la guerre de 45, en 39, il devait avoir 14 ans. Les instituteurs ont été mobilisés, donc il s'est retrouvé sans école. Et sans certificat d'études, parce que c'était l'année de son certificat d'études, et puis l'instituteur est parti avant que les épreuves n'aient lieu. Bon. Eh bien, il a travaillé sur des plantations, à conduire un tracteur, il nous racontait ça, et il était tellement petit qu'il était obligé de rester debout sur la pédale
d'accélération du tracteur dans les champs de canne à sucre, sous le soleil évidemment, sans être payé. Quand sa mère est allée voir le béquet du coin en lui disant enfin, il faudrait peut-être songer à payer mon enfant, le béquet a répondu enlevez votre main de ma poche. Donc, oui, mes parents, quelque chose qu'ils ont acquis à la sueur de leur front, savaient ce que c'était que de devenir un être humain. C'est une transmission inouïe. Ouais. C'est un héritage. Ouais. Et je suis professeur aussi par ailleurs. C'est quelque chose que je transmets à mes élèves, quels qu'ils soient. Leur faire se rendre compte qu'être un être humain à part entière, c'est pas donné. C'est quelque chose voilà, qui est inouï. C'est un bien précieux qu'il faut savoir sauvegarder. Et pour terminer donc cette interview, si vous aviez une chose à dire à une jeune femme noire qui regarde justement cette vidéo, qu'est-ce que ce serait? Soyez vous-même, soyez votre propre centre. Je dirais ça. C'est ça, trouver son centre. Ne pas être à la marge de soi-même. De même pas être à la périphérie. Ou à la périphérie de la marge, n'est-ce pas? Trouver son centre. Oui. Il faut trouver son centre. Oui. Merci beaucoup. De rien.